Bonsoir, moi je suis Lélia Esco, donc je suis médecin infectiologue à l'hôpital de Bicêtre. L'hôpital de Bicêtre, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie du groupe hospitalier Paris-Sud qui comprend l'hôpital de Béclair, l'hôpital Paul-Brousse et l'hôpital de Bicêtre. Et donc nous, à Bicêtre, on a un service de maladies infectieuses et on prend en charge beaucoup des patients immunodéprimés parce que dans ce GH, à Paul-Brousse, il y a beaucoup de transplantations hépatiques et puis à Bicêtre, on a la transplantation rénale et transplantation rein-pancréas chez l'enfant. Et donc, ces patients qui sont très immunodéprimés, qui voyagent bien sûr maintenant, puisqu'il y a beaucoup de voyages parmi ces patients immunodéprimés greffés, ils retournent dans la région parisienne et on s'est retrouvé il y a quelques années avec des colonisations ou avec des infections dues à des bactéries très résistantes, voire hautement résistantes émergentes. Et donc, ces bactéries, c'est les entérobactéries hautement résistantes émergentes, qui sont identifiées, séquencées par le Centre national de référence dont le président est Thierry Nas. Donc on a développé une forte collaboration avec le CNR qui est situé dans l'hôpital de Bicêtre. Et puis, puisqu'on avait une difficulté de prise en charge de ces patients colonisés, infectés avec beaucoup de résistance, on s'était demandé comment faire pour une meilleure prise en charge, pour une prise en charge thérapeutique correcte, si ce n'est meilleure. Et puis, pour les questions qui concernent l'isolement de ces patients colonisés, avec ces entérobactéries, avec des gènes qui sont transmises par des plasmides, et donc il y a un très grand pouvoir de transmission et de créer des épidémies. Donc on a décidé, c'est juste pour vous mettre un peu à l'intérieur de notre hôpital, donc on a décidé, il y a 5 ans maintenant, dans le sein de ce groupe hospitalier, de créer dans le sein de notre service de maladies infectieuses un secteur géographiquement isolé où on hospitalise tous les patients colonisés, donc identifiés porteurs, excréteurs d'entérobactéries productrices de carbapenémase ou les entérocoques vancomycines ou résistants aux glycopeptides, ou des patients infectés, sauf les patients qui ont besoin de prise en charge en réanimation médicale. Donc tous les patients colonisés ou infectés du GH, que ce soit Béclair, Paul-Brousse ou Béclair ou Bicêtre, sont hospitalisés dans mon service de maladies infectieuses. Et donc dans ce secteur géographiquement isolé, on a un personnel paramédical qui est dédié, donc les infirmières et les soignantes, pour chaque équipe dans toutes les 8 heures qui tournent et qui s'occupe seulement de ces patients colonisés justement pour essayer de ne pas transmettre ces bactéries hautement résistantes à d'autres patients qui sont immunodéprimés ou dans des situations précaires. Voilà un peu pour constituer un peu le cadre de notre activité. Donc on s'était dit avec Thierry de vous présenter un cas clinique qu'on en a eu dans le service il n'y a pas très longtemps, qui illustre très bien en fait la difficulté de prise en charge de ces patients infectés par ces entérobactéries productrices de carbapenémase, avec toute la prise en charge médicale, paramédicale, thérapeutique et diagnostique. Voilà, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc l'histoire est banale, à la première vue, c'est un homme de 70 ans qui n'est pas très malade puisqu'il a très peu de comorbidité, il a juste un peu d'hypertension artérielle et un adénome de prostate qui ne lui pose pas de problème. Et comme il est en bonne santé, il fait un voyage en Inde du Nord avec sa femme pendant 15 jours. Le séjour en Inde se passe très bien, il n'a pas de problème de santé, il ne consulte pas de médecin, il ne prend pas de médicaments ou autre. Et il revient en France le 1er mars. Au retour, il a des petits problèmes respiratoires sans gravité pour lesquels son médecin traitant lui prescrit de l'amoxicilline acide clavulanique qu'il prend 7 jours. Et puis tout ça rentre dans l'ordre. Un mois après, ça veut dire le 3 avril, il présente une symptomatologie urinaire avec une dysurie, une pollakiurie, des douleurs au niveau suspubien et une fièvre à 39,40. Alors il voit SOS médecin qui ne paraît pas inquiet à ce moment-là, il lui donne un traitement symptomatique et 48 heures après, le patient est toujours fébrile, la symptomatologie urinaire s'accentue. Donc il voit son médecin traitant qui lui fait pratiquer en ville un examen cytobactériologique des urines
et puis un dosage de créatinine. Alors la créatinine, elle est dans les normes habituelles de ce patient, et en revanche, le CBU retrouve une leucocyturie significative, une hématurie également, et l'antibiogramme, enfin l'identification avec l'antibiogramme retrouve un Escherichia coli à 10 puissance 6, et cet Escherichia coli est très résistant puisqu'il est sensible seulement à la gentamicine et à la colistine. Il est hospitalisé dès le rendu des résultats dans notre service de maladies infectieuses. D'abord, il se présente aux urgences, mais il est rapidement hospitalisé chez nous, dans ce secteur d'isolement dont je vous ai parlé, qui est géographiquement isolé avec du personnel paramédical dédié. À l'arrivée, il est très fébrile à 40, il est tachycarde à 120 par minute, il a une tension basse pour lui à 180 mmHg. Il a toujours sa symptomatologie urinaire avec une pollakiurie, des grands frissons. Il est marbré, donc il a des signes d'insuffisance circulatoire. Sur le bilan sanguin, il a une hyperleucocytose avec 20 000 blancs, un gros syndrome inflammatoire avec une CRP très élevée à 340 mg par litre. La PCT qui est à 36 mg par litre pour une inférieure à 0,05 la normale, et des lactates à 5 mmol par litre. La fonction rénale est dégradée avec une insuffisance rénale qui montre une créatine à 173 micromol par litre. Ça lui fait un débit de filtration glomérulaire à 34. Et le CBU au direct retrouve toujours une hématurie significative, une leucocyturie significative également, et de nombreux BGM. Alors, on est dans un tableau d'infection urinaire masculine dû à un Escherichia coli qui est très résistant, enfin, vu l'antibiogramme de Ville, compliqué d'un sepsis, puisqu'il a tous les signes de sepsis sévère, sans nécessité d'aller en réanimation. Et on commence un traitement après les hémocultures, le CBU. On commence un traitement antibiotique qui comprend 3 molécules qui étaient rendues sensibles sur l'antibiogramme, c'est-à-dire de la colistine selon les recommandations nationales et internationales, donc une dose de charge et puis des fortes doses de colimycine toutes les 8 heures, de la phosphomycine en injectable et de la gentamicine, puisqu'il y a quelques papiers qui ont suggéré que l'association de 2 voire 3 antibiotiques actifs sur les souches résistantes sont responsables d'une évolution favorable dans ces situations un peu difficiles à prendre en charge. Alors, 48 heures après, on a dans les hémocultures faites à Bicêtre et dans le CBU une identification d'un Escherichia coli qui est la même souche dans les hémocultures et dans le CBU. Donc, c'est un Escherichia coli producteur de carbapenemase NDM5 associé à une BLSE. Alors, sur l'antibiogramme, on voit que cette Escherichia coli est résistante à toutes les bêta-lactamines, y compris l'astréonam, alors qu'on sait que l'NDM, normalement, il est sensible à l'astréonam, mais la sensibilité n'est plus présente du fait de la présence de la BLSE qui inhibe l'activité de l'astréonam. Elle est résistante également à toutes les fluoquinolones, à la triméthoprim sulfaméthoxazole, et elle est sensible seulement à la gentamicine, à la tigecycline, à la colistine, à la phosphomycine. Donc on considère que notre association d'antibiotiques, elle est correcte puisqu'on avait mis gentamicine qui a un CMI bas à 0,38, de la colistine et la phosphomycine. La tigecycline a des concentrations très basses dans les voies urinaires, donc il n'y avait pas d'indication à rajouter la tigecycline. Et vous voyez, donc je vous ai dit, l'astréonam, il était résistant à cause de la BLSE. Également, on recherche une colonisation digestive qui est présente, donc on trouve toujours le même Escherichia coli NDM5 et BLSE, et enfin, on voit que normalement, enfin, dans le phénotype des résistances, normalement l'astréonam doit être actif sur les souches de NDM, mais il est hydrolysé par la BLSE. Alors, l'évolution, au début, n'est pas favorable. Ça veut dire qu'à J3, quand on évalue notre antibiothérapie, le patient est toujours fébrile, il a toujours des frissons, il a toujours un syndrome inflammatoire biologique. En revanche, le CBU et les hémocultures sont stériles. Donc, on continue la même association d'antibiotiques.
Et à J7, on est un peu inquiet puisque la fièvre ne baisse pas du tout, il est toujours à 40, le syndrome inflammatoire également. Et en plus de ça, on assiste à une aggravation nette de la fonction rénale puisqu'il est en insuffisance rénale aiguë avec un débit de filtration glomérulaire à 15 ml par minute, en dépit du fait qu'on avait dosé tous les jours, on a fait tous les jours les dosages plasmatiques de la gentamicine et on l'avait adapté à la fonction rénale, ainsi que la colistine. Mais on se retrouve à J7 avec un surdosage rapide en colistine qui est à 4 mg par litre, alors que pour la colistine, l'index thérapeutique est très étroit, donc si on dépasse les 2,4 mg par litre, enfin c'est des détails, mais en tous les cas, si on dépasse ce seuil de concentration plasmatique, on prédit une insuffisance rénale à J7. Donc on arrête la gentamicine parce que déjà on a fait 7 jours. Et à J10, on arrête toutes les deux autres antibiotiques, la colistine et la phosphomycine. C'est-à-dire qu'actuellement, enfin, on a repris les recommandations données par la SPILF et par la Société de néphrologie qui préconisent une durée d'aminosie dans les infections urinaires pas au-delà de 7 jours. Donc on avait considéré que sur la durée, ça suffisait. Enfin, après, on était néphrotoxique. On s'était posé la question de l'arrêt de la colistine, mais on était dans un impasse puisqu'on ne voulait pas laisser la phosphomycine en monothérapie puisque ça aurait donné des résistances de toute façon très rapidement. Et on s'était dit qu'on laissait la colistine en association avec la phosphomycine. À vrai dire, je l'ai présenté comme ça, mais je crois qu'on l'avait arrêté, la colistine, à J8 ou 9. Mais en fait, ça continuait. Enfin, il y avait des taux plasmatiques tellement élevés de 4 mg qu'on a considéré qu'à J10, enfin, je n'ai pas voulu rentrer dans la cuisine, mais on l'avait arrêté plus rapidement et on a considéré en fait qu'il avait encore de la colistine dans le plasma et que finalement, à J10, on avait tout arrêté. Et on s'était posé la question à ce moment-là avec Thierry de changer l'antibiothérapie. Et puisqu'il y a plusieurs équipes qui ont mis en évidence une synergie de l'association ceftazidime-avibactam avec l'astréonam, et cette synergie d'action par l'inhibition de la BLSE présente dans les souches de NDM, enfin d'entérobactéries qui sécrètent l'NDM également. Donc la BLSE, elle est inhibée par l'avibactam et du coup l'astréonam restaure son action sur la souche NDM. Donc ça a été d'abord fait in vitro, enfin il y a plusieurs souches qui ont été testées et donc in vitro ils ont démontré cette synergie d'action. Après ils ont fait sur le modèle animal sur la souris et puis il y a quelques cas cliniques, il y en a 4 ou 5 déjà publiés sur l'efficacité chez l'homme, chez des patients qui étaient infectés à une infection articulaire et puis 2 ou 3 je crois infections urinaires qui ont démontré une évolution favorable sur cette association devant des souches NDM plus BLSE. Donc, on a discuté avec Thierry, donc il a eu la gentillesse de tester notre souche. Et donc, finalement, cette souche, elle était donc bien résistante à la ceftazidime-avibactam, mais ça, c'était pas étonnant puisque les NDM ne sont pas inhibés par l'avibactam. Enfin, l'avibactam, c'est une nouvelle bêta-lactamase, inhibiteur de bêta-lactamase, qui est efficace sur les OXA48, sur les KPC, enfin, tous les autres BLSE, mais pas sur l'NDM. Et donc, c'est juste l'NDM qui est neutralisé, enfin, inactivé par l'astréonam, mais qui était inactivé par la BLSE. Donc, on trouve notre souche qui est bien résistante à la ceftazidime-avibactam avec un CMI supérieur à 256, l'astréonam qui est à 192. Et quand on fait l'association, enfin, on met les deux ensemble, on voit que l'activité de l'astréonam est restaurée avec une CMI à 0,094. Et donc, on voit si on met sur le disque de ceftazidime-avibactam, si on ajoute l'astréonam, bah, le diamètre est bien plus gros. Donc, on restaure la sensibilité avec cette association. Donc, on était contents. Et puis après, Thierry au CNR a également évalué la synergie de l'association amoxicilline aciclavulanique plus l'astréonam
parce qu'on s'était dit, c'est pas seulement l'avibactam qui va inhiber l'activité de la BLSE, mais la cyclavulanique pourrait le faire également. Ce qui s'est passé, donc, quand on associe aztreonam plus amoxicilline à cyclavulanique, c'est surtout la cyclavulanique, on arrive à des CMI à 0,38, donc il y a une restauration de l'activité de l'aztreonam. Alors c'était intéressant et puis on a discuté longuement, à vrai dire, est-ce qu'on faisait une association d'aztreonam plus amox à cyclavulanique, vu le prix, parce que le prix de l'avibactam ceftazidime est bien supérieur à celui de l'augmentin. Et finalement, parce que la CMI était plus basse avec l'avibactam, on a décidé de traiter avec de l'avibactam. Je ne suis pas très sûre que la décision était vraiment bien fondée. Toujours est-il qu'on change le traitement, donc il bénéficie d'un aztreonam 2 grammes toutes les 8 heures avec la ceftazidime avibactam et l'évolution est rapidement favorable, la fièvre disparaît même à H24, mais en tous les cas elle est bien soutenue à partir du 48e heure après l'introduction de cette nouvelle antibiothérapie. Il y a une disparition du syndrome inflammatoire, la fonction rénale s'améliore et le CBU est toujours stérile. Alors, au bout de 7 jours, on arrête les antibiotiques en considérant qu'il a déjà eu 7 jours de colistine, gentamicine. Il retourne à domicile et à 2 mois, il est considéré guéri puisqu'il n'y a pas de rechute clinique ni une rechute microbiologique puisque le CBU qu'on a fait à plusieurs reprises, il reste stérile. Et également, sa fonction rénale est revenue à la normale avec un DFG à 60. En revanche, il est toujours colonisé, on l'appelle d'une manière périodique et à M4, il était toujours colonisé au niveau digestif. Et puis ça ne changeait pas, mais c'était juste par curiosité, on a dépisté, on a fait un écouvillon rectal chez sa femme puisqu'ils avaient voyagé dans les mêmes conditions ensemble et puis il y a des transmissions intrafamiliales qui ont été mises en évidence et elle n'est pas colonisée, elle n'a pas... Voilà, elle n'est pas excrétrice d'entérobactéries productrices de carbapenémase. Alors, on se pose beaucoup de questions, en fait. On se pose la question, qui dépister, pourquoi dépister? Alors, actuellement, en France, il y a des recommandations qui sont bien précises en ce qui concerne les patients qui ont été hospitalisés en dehors de la France dans l'année qui précède l'épisode actuel. Voilà, donc tous ces patients, ils sont isolés au début, jusqu'on a le retour du laboratoire d'hygiène qui confirme ou infirme la colonisation et l'excrétion de ces entérobactéries très résistantes. En revanche, bien sûr, on dépiste aussi les patients qui étaient contact de patients excréteurs d'entérobactéries productrices de carbapenémase, mais on se demande aussi, puisqu'on a dépisté d'une manière, on a mis en évidence d'une manière un peu non ciblée des patients qui sont immunodéprimés, donc transplantés d'organes ou qui ont une immunochimiothérapie ou des patients qui sont dialysés chroniques ou des patients qui ont été exposés pendant longtemps aux antibiotiques et ils sont colonisés sans pour autant trouver une cause bien précise, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans des centres d'hospitalisation en dehors de la France, ils n'étaient pas en contact avec des patients colonisés. Donc on se demande est-ce que ces patients ne devraient pas les dépister d'une manière ciblée, mais voilà. Et puis des gens qui sont en bonne santé mais qui ont voyagé dans des zones hautement à risque, dans des pays d'endémie, Inde, l'Asie du Sud-Est, les pays de Maghreb. On a aussi dans notre groupe hospitalier beaucoup de gens qui font des voyages dans le Maghreb. C'est pas le NDM, c'est l'OXA 48 plutôt. Mais en tous les cas, on se demande s'il ne faudrait pas les dépister, surtout qu'il y a plusieurs papiers et surtout l'étude voyagère qui ont démontré que dans les gens qui voyagent, sans comorbidité et sans problème de santé, au retour, ils sont porteurs, ils sont colonisés, 50% des voyageurs sont colonisés à leur retour d'un voyage dans ces pays d'endémie, donc c'est assez important, puisqu'il y a une diffusion communautaire, et donc il y a un risque d'introduction dans la France. Et surtout, notre crainte, c'est le risque de dissémination dans le milieu hospitalier, dissémination sur une forme épidémique, parce que d'abord le
côlon, enfin le tube digestif, c'est un grand réservoir d'entérobactéries. Et puis il y a le pouvoir de diffusion par leur caractère de transmission, enfin de porteurs de gènes sur le mode plasmidique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des colonisations qui sont beaucoup plus nombreuses que les infections? Il n'y a pas de traitement spécifique on ne sait pas comment décoloniser un patient. On a essayé pendant des années, les gens qui avaient des chimiothérapies, à l'époque, ce n'était pas les entérobactéries carbapenémases, mais c'était les pseudomonas multirésistants ou même les Escherichia coli multirésistantes. On a essayé de les décoloniser avec des instillations d'amiclin, de colimycine dans le rectum, mais qui ne marchent pas. Enfin, ils se recolonisent et puis on a encore plus de résistance. Donc, c'est pas, on a complètement arrêté ces modalités d'essayer de décoloniser. Il y a peut-être l'intérêt de la greffe fécale qui est fait, c'est en cours d'évaluation. Enfin, il y a eu une trentaine de patients qui ont bénéficié de cette greffe fécale. Ça marche dans les infections à Clostridium difficile. Est-ce qu'on peut stériliser également les patients colonisés? On ne sait pas pour l'instant. Enfin, on pourra espérer qu'il y a l'étude, c'est l'étude FedEx. Et puis après, nous, on a une cohorte, sur 3 ans, on a hospitalisé dans notre secteur 250 patients qui étaient colonisés. Et donc, on essaie de les suivre sur un an. Nous, on considère que les patients ne sont plus excréteurs. Ça veut dire qu'on les sort de notre secteur d'isolement si 3 prélèvements sont négatifs sur une période d'1 mois. Et on considère qu'ils sont décolonisés s'il y a plusieurs prélèvements négatifs sur une période d'1 an. Donc, on a vu sur notre cohorte qu'il y a 16% de patients qui sont plus excréteurs à 1 mois, qu'il y a plus de la moitié, qu'il y a à peu près la moitié qui sont non excréteurs à 3 mois. Et puis, au bout d'1 an, ils sont plus excréteurs à 65%, mais c'est difficile de les suivre en externe, de les rappeler et faire des prélèvements. Et puis, pour les infections, on est très embêtés parce que finalement, ces souches sont résistantes à pratiquement tous les antibiotiques. On a la colistine, mais on sait qu'il y a des souches qui sont résistantes à la colistine. Donc, elles peuvent rester sensibles à la gentamicine et des fois même plus. Ces molécules qui restent un peu actives sont très néphrotoxiques et c'est très difficile à les manier. Enfin, on réapprend puisque c'est des vieux antibiotiques qu'on avait oubliés. Après, on ne connaît pas trop sur la virulence. Enfin, on a l'impression, c'est probablement vous qui connaissez mieux, mais en tous les cas, on a l'impression que ces souches qui sont très résistantes sont moins virulentes quand même que les souches sauvages. Et puis, pour les infections, il y a quand même un traitement, il y a un retard de mise en place d'un traitement adapté puisqu'on attend l'antibiogramme avec la sensibilité à chaque antibiotique. Donc, c'est une perte de chance pour les patients. Et puis, bien sûr, la mortalité est assez élevée chez des patients qui sont fragiles avec des comorbidités, souvent transplantées d'organes ou autres. Alors, comme je vous ai parlé de notre cohorting qu'on fait à Bicêtre, il y a eu des papiers qui sont sortis pour évaluer l'intérêt de ces cohortings et de savoir, d'essayer d'évaluer est-ce que c'est intéressant de faire un cohorting ou c'est mieux d'isoler chaque patient dans le service, dans la spécialité d'où il relève. Alors, les avantages, c'est qu'il y a comme une diminution du risque de diffusion et d'épidémie, c'est-à-dire qu'en groupe, on isole et on groupe dans un secteur bien isolé géographiquement avec un personnel vraiment dédié. Donc, on a quand même une diminution du risque de diffusion épidémique de ces souches. Et également, on évite la fermeture d'autres services parce que si on laisse un patient ou 2 colonisés dans chaque service aigu, on va avoir un secteur sale, si je puis dire, avec les patients colonisés, un secteur avec des patients en contact de ces patients colonisés, et puis un secteur propre, donc c'est très difficile à mettre en place. Il y a une diminution de l'activité des services d'aigus, dans les services de chirurgie, ça pose vraiment un problème. Donc on pense quand même que c'est bénéfique d'avoir, nous on est pour garder le cohorting. Après les inconvénients, c'est qu'il faut avoir du personnel dédié formé. À l'heure actuelle, on a toujours un problème de personnel puisqu'on a de moins en moins d'infirmières, d'aides-soignantes et tout ça, qui coûte de l'argent et pour l'administration, c'est difficile d'avoir du personnel. On a du matériel dédié à ces patients avec du matériel à usage unique, une expertise infectiologique
hygiène microbiologique et tout ça. Des hospitalisations prolongées parce que ces patients colonisés ou infectés ne sont plus acceptés dans des SSR ou des centres de rééducation à cause de leur colonisation. Donc en fait, ça pénalise la durée d'hospitalisation, enfin la durée d'hospitalisation dans le service qui fait le cohorting. Il y a un retard de chirurgie puisqu'il y a toute une organisation bloc. Pour avoir le bloc, on a une procédure aussi, enfin avec du personnel dédié, avec une seule salle qui prend en charge ces patients colonisés. Donc il y a des retards de prise en charge. Et puis il y a un impact négatif psychologique sur les patients parce qu'il faut leur expliquer le pourquoi de l'isolement, pourquoi on s'habille en blouse, en casaque, pourquoi ils ne peuvent pas toujours bénéficier de tous les examens nécessaires. Voilà. Alors, quoi faire? Probablement de développer davantage les programmes de contrôle d'antibiothérapie, d'essayer au niveau local, enfin pour les nouveaux prescripteurs, les jeunes prescripteurs, mais aussi les anciens, de diminuer, voire évaluer les prescriptions inadaptées d'antibiotiques, les molécules, la durée, le spectre, les associations. Et puis peut-être de prévoir une antibiothérapie personnalisée pour ces patients qui sont colonisés à ces bactéries hautement résistantes. Et puis bien sûr, on a beaucoup d'espoir dans la recherche pour trouver des nouvelles molécules qui soient actives sur ces bactéries et puis comprendre mieux la virulence et puis comprendre un peu plus la génomique et l'évolution et la diffusion de ces bactéries. Voilà, je vous remercie.